Le secret avait été gardé jusqu'à la fin de sa vie. Pourtant, l'Église savait. Selon des documents d'archives publiés par la cellule investigation de Radio France, l'abbé Pierre était au cœur de plusieurs scandales d'agression sexuelle dès les années 50, notamment aux États-Unis et au Canada. Un jeune étudiant, témoin de multiples gestes déplacés, écrit alors à un proche de l'abbé. « J'ai vu tant de choses pendant le voyage, des façons d'agir du père comme individu. » En 1959, au Québec, la police serait intervenue suite à des plaintes, mais l'affaire ne s'ébruite pas. Renvoyé en catimini en France, il se défend dans une lettre à un cardinal. Tout est faux dans ces accusations. Jamais rien de ce genre de misère n'a existé. Jamais ça n'a existé, où que ce soit, aucun de ces faits de police misérables dont vous avez parlé. Fin 1957, l'Église l'envoie dans un hôpital en Suisse, officiellement pour un problème d'hernie, officieusement par peur du scandale sexuel, affirment des proches. L'abbé Pierre représente un prêtre qui peut redorer son image aussi, parce que c'est le prêtre des sans-voix, le prêtre des sans-logis. Et donc, on se demande si ce n'est pas ça aussi, et qui fait que l'Église a pris des précautions avec lui. Mais on voit bien, y compris dans la société, que ces affaires-là, franchement, ce n'était pas un sujet. Ces agressions sexuelles auraient duré plus de 50 ans. Radio France a interrogé également un documentariste témoin d'une conversation très crue dans les années 90 entre l'abbé et une femme. Au bout de quelques secondes de conversation, l'abbé Pierre a posé la question à cette femme de savoir si elle pensait à lui. Cette jeune femme a répondu un peu gênée que oui, ça lui arrivait de penser à lui. L'abbé Pierre là-dessus a enchaîné en disant « Est-ce que tu te touches en pensant à moi ?» Dans un centre d'Emmaüs ce matin, beaucoup se disent stupéfaits par ces nouvelles révélations. C'est choquant. On pense à ces familles qui sont victimes de ça. Bien sûr que ça entache l'image. Mais bon, ça ne veut pas dire que l'œuvre soit achetée entièrement. Emmaüs a indiqué ce matin réfléchir à une indemnisation des victimes. Une commission d'historiens doit également être mise en place. Laetitia Chérel, vous êtes journaliste à la cellule investigation de Radio France. On vous a vu dans le sujet. On réalise qu'en fait, beaucoup savaient ce qui se passait. Beaucoup, en tout cas dans les instances dirigeantes, on va dire dans les années 50, l'épiscopat, donc la hiérarchie de l'Église, effectivement, était au courant, puisque en fait c'est la décision de la hiérarchie de l'évêque, c'est l'évêque en fait de l'abbé Pierre, qui décide de l'exfiltrer. Et dans une lettre que je me suis procurée, il dit qu'il faut qu'il se cache pendant 1 an. Donc quand on dit ça à un curé, même en 55, ça veut quand même dire quelque chose. Et puis il y a eu toutes ces exfiltrations finalement de l'abbé Pierre qui commence en 55 des États-Unis, où des femmes à New York, à Chicago et à Washington disent qu'il s'est mal comporté avec elles sexuellement. Et donc on décide finalement de le faire partir plus tôt des États-Unis. Et il se trouve que le petit Américain, le jeune Américain qui avait organisé son séjour, lui informe les cardinaux locaux et ensuite informe un proche de l'abbé Pierre à Emmaüs. Donc on sait que... Justement, là on voit, c'est l'extrait de cette lettre qui apparaît à l'écran, et la réponse de l'abbé Pierre: sache que pas une récidive ne restera sans réponse, et s'il le faut, mes réponses seront brutales, chirurgicales. C'est ça, oui. Donc là, on voit en fait une autre facette du personnage avec ce courrier. Mais en fait, c'est quelqu'un qui ne veut pas être démasqué et qui devient méchant. Et même dans une autre partie de la lettre que je n'ai pas diffusée, il lui dit même, il veut l'impressionner, lui montrer sa popularité. Il lui dit, au fait, il serait peut-être utile que tu saches que telle télé m'a demandé de faire la messe du 1er janvier, que telle radio m'a invité, etc. Donc ça veut dire, en fait, il veut écraser cet étudiant en lui disant, surtout bouge pas parce que moi j'ai des relations. Il a fait passer sa notoriété, il a été protégé par sa notoriété, entre guillemets. Sans doute, oui, parce que c'est vrai que, comme je le disais tout à l'heure, c'est vrai que pour l'Église, c'est un prêtre qui redore aussi l'image de l'Église. C'est quand même, à ce moment-là, après l'hiver 54, le porte-parole des sans-voix. Et c'est lui qui a compris le problème de logement, qui secoue les politiques par rapport au logement. Donc, moi, je n'avais pas réalisé avant cette enquête à quel point c'était une idole, mais une idole en France, une idole dans le monde entier. Il était invité dans tous les pays pour... il disait même, aujourd'hui c'est un peu bizarre d'entendre ça, il disait « Je veux vous inoculer le microbe de l'amour des déshérités ». Bon, aujourd'hui, on l'entend un peu différemment. Une autre tournure aujourd'hui, effectivement. Mais c'est sans doute ça aussi qui a fait que la peur du scandale pouvait aussi entacher l'Église. Emmaüs, qui à ce moment-là recevait énormément de dons, énormément.
Arnaud Gallet, comment vous avez réagi quand vous avez lu cette enquête de la cellule d'investigation de Radio France ce matin? Est-ce que vous avez été surpris? On découvre cette facette de la personnalité de l'abbé Pierre. Alors, surpris en même temps, pas vraiment. C'est-à-dire qu'il y avait déjà la révélation du 17 juillet en tant que telle, où on se disait c'est l'arbre qui cache la forêt. Il y avait forcément d'autres choses, et je pense qu'on est bien loin encore d'imaginer tout ce qui s'est passé, parce que je pense qu'il y a encore beaucoup à faire. Moi, j'ai réagi avec beaucoup de colère, parce qu'une fois de plus, vous savez, j'ai fait partie, moi, des 22 signalements qui ont été faits par la CIAS, donc la commission indépendante sur les abus sexuels dans l'Église, puisque j'ai été violé par un prêtre pédocriminel entre 8 ans et 11 ans, l'âge de 8 ans par et 11 ans, et l'Église savait, n'a rien fait, etc. Je me dis, c'est sans cesse, en fait, la même chose. Et la vraie question que je me pose avec un peu de force, c'est de me dire, dans ce pays, qui est quand même théoriquement un état de droit, c'est à quel moment est-ce que la justice agit? Et s'il faut faire, pourquoi pas, bouger des lois pour que, évidemment, ces gens-là, qu'on les met en pleine de sang, répondent un peu de leurs actes, ça serait pas si mal, parce que oui, il y a l'Église, et je pense aussi qu'il y a quand même le mouvement Emmaüs, moi que j'oublie pas, je me dis il y a eu aussi une manière de faire, de se dire par moment voilà, il faut pas le laisser seul avec des femmes, etc. Il y a différentes choses. On voit bien que le mouvement Emmaüs aussi a demandé son hospitalisation, donc il y a des zones d'ombre, et je trouve qu'aujourd'hui, je trouve ça un peu fort de café, vous voyez, qu'on vienne nous dire on a le sentiment que Emmaüs fait tout, c'est génial, et finalement c'est un tout petit peu plus compliqué, et ils ont un peu la même stratégie que l'Église quand il y a eu la commission indépendante sur les abus sexuels dans l'Église. Vous allez voir, on va faire quelque chose de magnifique, et finalement on a l'impression que c'est eux qui se rendent justice. Et moi, en tant que victime, c'est insupportable. Je me dis que dans un état de droit, c'est la justice qui doit théoriquement agir. Et là, la justice se tait. Et moi, je trouve ça insupportable. On va en reparler évidemment des conséquences judiciaires, juridiques avec vous, Audrey Goutard, dans quelques instants. Mais je voudrais quand même qu'on prolonge un peu cette discussion sur ces témoignages et ces documents. Je vous propose d'écouter ces témoignages qui relatent comment procédait ce témoignage sur le fonctionnement de l'abbé Pierre. Écoutez. Il l'emmenait dans un appartement parisien dont il avait la clé pour passer la nuit avec elle. Il se masturbait devant elle. Il lui demandait de lui faire des fellations et lui proposait des relations sexuelles avec une autre femme. Le spectacle de deux femmes ensemble l'excitait et elle se sentait profondément choquée que l'abbé Pierre passe pour un saint alors qu'elle n'a vu que sa nature de pervers. Laetitia Chérel, c'est très fort. Elle était choquée qu'on ne retienne que l'image d'un saint alors qu'elle ne connaissait, elle voyait son côté pervers. Ce sont des mots très forts et visiblement personne n'a pu les entendre jusqu'à récemment. Oui. Est-ce que vous me permettez quand même de resituer qui parle? Oui, bien sûr. C'est important. Bien sûr. Donc, la personne qu'on entend, c'est la fille, en fait, de la femme qui est devenue un peu l'objet sexuel de l'abbé Pierre. Et son histoire est assez émouvante parce que quand elle s'aperçoit, en fait, à la mort de sa mère, que sa mère a écrit à la commission indépendante qui enquêtait sur les abus sexuels dans l'Église et elle ignorait que sa mère avait vécu ça. Et donc, quand elle trie les affaires de sa mère avec sa sœur, elle tombe sur une lettre de cette commission qui dit ce que vous avez dit est grave, on va vous donner rendez-vous. Et comme la maman est morte 3 mois après, la maman n'a pas pu aller au rendez-vous de la CIAS qui enquêtait donc, et c'est sa fille qui tombe là-dessus. Mais elle ignore complètement qu'il s'agit de l'abbé Pierre et sa mère ne lui a jamais parlé de ça. Simplement, elle trouvait que sa mère avait des problèmes un peu psychologiques et puis qu'une fois, elle avait vu un documentaire sur les viols des religieuses sur Arte et là, tout d'un coup, elle s'était mise à parler de façon très intensive et la fille s'était dit, tiens, il se passe quelque chose. Ensuite, la fille a contacté la fameuse commission, la CIAS, qui lui a communiqué en fait la lettre de sa mère et c'est là qu'avec sa sœur, elles ont découvert de qui il s'agissait et comment il procédait. Ce qui est quand même assez dur parce que leur mère, à ce moment-là, elle était en train de divorcer, elle revenait du Canada, elle avait un jeune enfant, elle n'avait pas de travail, elle n'avait pas de logement. Donc, c'est une situation de faiblesse. Et là, ça fait basculer l'affaire dans autre chose encore. Ça ressemble à une manipulation, vraiment, là, on tombe à abus de faiblesse, oui, on peut le dire. Donc, surtout sur une femme si précaire, c'est assez terrible. Et là, le dernier rapport a révélé qu'il y avait d'autres femmes dans cette situation. Donc, ce n'était pas inhabituel, apparemment, pour l'abbé Pierre de s'attaquer aussi à ce genre de personnes. Audrey Goutard. En fait, on tombe toujours sur le même ressort. Rien de neuf sous le soleil, je dirais. C'est-à-dire que vous avez un prédateur sexuel qui sait très bien où taper, qui rentre. Alors après, on pourra même se poser la question des convictions de l'abbé Pierre. Est-ce que c'est le prédateur sexuel qui se met aux côtés des plus faibles pour pouvoir être dans la prédation,
Ou est-ce qu'effectivement l'abbé Pierre a des convictions effectivement religieuses Mais toutes ces questions-là se posent parce qu'on retrouve dans toutes ces affaires des prédateurs sexuels qui sont soit au milieu d'enfants, colonies de vacances, écoles, institutions religieuses, etc., pour pouvoir trouver leur proie. Et en fait, là, ce qui se passe avec l'abbé Pierre est d'autant plus classique que autour de lui s'organise effectivement un système de silence et d'évitement. On met l'abbé Pierre dans un centre psychiatrique en Suisse. Oui, on y reviendra. C'est-à-dire qu'effectivement, on considère l'abbé Pierre comme quelqu'un qui a un énorme problème. Et néanmoins, ses bonnes œuvres prennent le pas sur tout le reste. Donc, aujourd'hui, il faut vraiment se poser la question, et on le voit de plus en plus, puisque les couvercles explosent et s'ouvrent, on se pose de plus en plus de la question des motivations des protagonistes et de la motivation des institutions qui, effectivement, passent sous silence pendant des années. Parce que l'abbé Pierre, au début, au mois de juillet est sortie l'enquête, on s'est dit, c'est finalement un vieux monsieur qui se tient pas. Mais non. C'est un parcours professionnel, j'allais dire, de pervers qui dure toute sa vie, sur 50 ans. De ses 40 ans à ses 94 ans. Hein, donc c'est la vie sexuelle d'un homme. Voilà. Et donc, toutes ces questions-là se posent aujourd'hui et ce sont des questions graves qui, à mon sens, vont agiter la société pendant longtemps. Je me permettrais d'ajouter quand même qu'en plus, le choix quand même du mois de juillet pour révéler ces affaires-là, moi-même, ça m'a fait réagir. C'est-à-dire, je me suis dit, on est entre les législatives, les JO, on nous sort un truc comme si en fait ça allait passer, on allait justement croire que c'est un vieux monsieur, etc. Tout en se disant, moi, dès le début, je me dis, mais il y a un problème en fait là-dessus. Qu'est-ce qu'on est en train de nous faire entendre alors qu'il y a un truc qui allait pas, en me disant forcément, vu en toute l'amplitude, je dirais, qui est assez exceptionnelle, parce que c'est toute une vie, on se dit que forcément, il y a d'autres choses qui se sont passées. Oui, allez-y, après on va faire réagir Christine Pesotti qui est en complexe. Juste bien, vous êtes policier bien. Moi, pour vous expliquer, ça faisait 7 ans que j'étais au courant. Parce qu'en fait, au lendemain d'une enquête que j'avais faite sur la pédocriminalité dans l'Église, j'avais reçu un mail de quelqu'un qui me disait « Moi aussi, j'ai été agressée sexuellement par un curé, etc. » Et 2 jours plus tard, cette personne m'envoie un autre mail et me dit « Il faut que je vous parle de AP Le Gros Porc. » C'est qui? Et en fait, cette personne connaissait plusieurs femmes d'Emmaüs, c'est une personne d'Emmaüs, qui elle-même avait été victime. Alors une en 77, elle lui avait confié le soir même, d'autres, etc. Donc moi, je tombe des nues, j'en parle à ma direction. Je dis, alors là, comment on fait? Il est mort. Bon, il faut accumuler une somme énorme de témoignages. Et pour vous dire combien je pense quand même que pour l'histoire, c'est bien que ce soit l'institution elle-même qui ait fait cette enquête, parce que, admettons, moi ou Mediapart ou Libé ou Le Monde auraient sorti cette enquête. C'est sûr. De toute façon, on n'aurait pas eu autant de témoignages, parce que moi, les 4 ou 5 personnes qui étaient autour de cette personne, c'était des amis proches, ont toujours refusé même d'entrer en contact avec moi. Je leur envoyais des mails par lui, elles refusaient de me... C'était impossible, c'était intouchable cette histoire. Alors qu'elles avaient elles-mêmes été... Alors, c'était pas des viols, mais bon, c'était des agressions sexuelles. Et ils ne s'étaient pas excusés, il y en avait une qui avait pardonné. Enfin, on sentait que c'était très, très difficile à vivre parce qu'il y avait aussi cet attachement à la figure et en même temps cette grande souffrance qui ne se soit même pas excusée. Et alors, qu'est-ce qui fait qu'il y a eu cette libération de la parole? Le fait qu'il ne soit plus là, le fait qu'il y ait aussi tout ce mouvement MeToo, toutes ces commissions qui soient mises en place et qui fait que la parole, enfin, a pu être entendue, parce qu'on voit qu'elle a circulé, mais enfin, elle a pu être entendue. Elles avaient quand même parlé, c'est-à-dire que c'est ce dont on se rend compte. C'est toujours pareil. Vous voyez, donc enfin, la parole a été entendue. Ancien membre de la Civise, c'est bien ce qu'on a appris. C'est-à-dire qu'on n'arrête pas de dire « libérez votre parole, libérez la parole ». En réalité, c'est surtout l'écoute qu'il faut libérer. Et puis c'est surtout les actions derrière. C'est-à-dire que comment est-ce qu'on protège une victime? La question qui est posée, c'est celle-là. Et on voit bien que là, pour certaines, d'ailleurs, de certains témoignages, finalement, comme rien n'a été fait, il valait mieux que je me taise, et les personnes se sont tues à nouveau pendant des années et des années. Et c'est un schéma aussi classique, comme vous l'avez dit à juste titre, qu'on retrouve, il n'y a rien de nouveau sous le soleil, quoi. Moi, j'allais dire, parce que ça fait longtemps comme vous que je travaille sur ces sujets-là, ce qui m'a marqué là, dans cette affaire en particulier, donc j'ai beaucoup travaillé sur l'Église, mais aussi dans la société, et j'ai trouvé que là, en plus d'être victime d'agressions sexuelles, en plus que ce soit un prêtre, ce qui est toujours ce qui ajoute en fait à la douleur, parce qu'il y a la question de la foi intime, ça touche une autre intimité. Là, en plus, il y a la figure du porte-parole des sans-voix. Alors là, on atteint le degré du saint, quoi. C'est ce qu'a dit une femme, d'ailleurs, dans le rapport. Elle a dit, comment... C'était un saint qui me faisait ça. Donc, et il y a une espèce de douleur. Moi, c'est la première fois dans une enquête que j'ai vu des témoins qui, après m'avoir parlé, ont vrillé complètement. J'ai recueilli leurs témoignages.
Ils étaient d'accord. J'ai dit, bon, ben, je vais faire lire, je vous fais lire pour que vous soyez d'accord, etc. Et quand je leur ai fait lire le témoignage, j'ai reçu des mails avec des noms en capital, mais ça va pas, j'ai jamais dit ça. Enfin, j'ai jamais vu ça. Donc, je pense que c'est lié à cet attachement, mais d'une figure qui était pas comme une autre. Ouais. Justement, je voudrais qu'on pose la question à Christine Pedotti. Rebonjour, vous êtes directrice de la revue Témoignages chrétiens. Comment vous avez réagi? Comment vous accueillez, vous, ces révélations sur l'abbé Pierre? Sur l'abbé Pierre, évidemment, moi, je n'avais pas d'informations particulières. De fait, c'est quand même un sujet sur lequel je ne suis pas très innocente, puisqu'il y a 6 ans, Témoignages chrétiens a vraiment, il y a 6 ans juste, hein, c'était vraiment à la même période, on a demandé qu'il y ait une commission parlementaire sur les crimes de pédocriminalité dans l'Église, parce que l'Église ne faisait rien, et c'est ça qui a contraint les évêques en fait à faire la siase avec toutes les révélations qu'il y a eu depuis. C'est vrai que quand ça atteint l'abbé Pierre, on se dit, mais donc pas un n'y réchappera. Dans tous les fondateurs, toutes ces figures formidables, je veux dire, aussi bien, finalement, dans le catholicisme, aujourd'hui en France, on se dit qui est indemne dans les grandes figures qui ont été pour la plupart des croyants des figures d'identification, des figures de sainteté. Il y a 2 ans maintenant, c'était Jean Vanier qui était une des grandes figures autour du handicap, et là maintenant c'est l'abbé Pierre. Donc c'est vrai que c'est un côté totalement désespérant, et que là on voit que sur l'abbé Pierre, il y a beaucoup de silences qui sont en place en même temps. Il y a le silence de l'institution, de l'Église, il y a le silence de l'association Emmaüs, il y a aussi une forme de silence de l'État, parce que on voit bien quand il est aux États-Unis qu'il est exfiltré, si j'en crois les documents auxquels j'ai eu accès, qu'il a été exfiltré aussi par les systèmes de la diplomatie française, parce qu'effectivement c'était une immense figure. Donc moi aussi, je me pose cette question qui vient d'être posée, qui est: est-ce que l'abbé Pierre, c'est un prédateur sexuel qui, d'un côté, est complètement d'un côté des pauvres, en quelque sorte clivé, et puis de l'autre, c'est un prédateur? Ou est-ce qu'en fait, tout ce qu'il fait, il le fait pour alimenter cet incroyable appétit et cette capacité de prédation. Et on se met à avoir un doute sur la légitimité de son action. Et ça, c'est terrible. C'était déjà aussi le cas avec Jean Vanier. Exactement. Christine Pedotti, vous parliez justement de cette exfiltration. Est-ce que vous pouvez nous rappeler ce qui s'est passé, Laetitia Chérel, après des rumeurs et des témoignages? Voilà, certains ont décidé d'exfiltrer l'abbé Pierre. Il a été en Suisse officiellement pour raison de santé. Alors en fait, c'est un habitué de l'exfiltration, hein, parce que en 57, il est exfiltré en Suisse. Alors là, vraiment, on a des documents, un document dont je vous ai parlé. Donc son évêque qui écrit dans une lettre, il faut que tu te caches pendant 1 an. Je pense que là, c'est clair. On voit la lettre à l'écran. Oui. On sait aussi que donc la direction d'Emmaüs était associée à cette décision, puisque j'ai publié une lettre de quelqu'un qui est très proche de l'abbé Pierre dans le mouvement Emmaüs, et qui lui dit: il faut que tu t'en ailles, parce que là, tu nous fais prendre des risques au mouvement, parce que le mouvement et toi, vous avez une image pure, il faut que tu recolles à cette image, mais ça demandera beaucoup de décisions difficiles, que tu ailles en retraite, etc. Donc on voit bien qu'à la fois du côté de l'Église, donc son évêque, et de la direction d'Emmaüs, là c'est trop, quoi. C'est-à-dire qu'il met en péril son œuvre et son image, et donc il y a vraiment des alertes documentées maintenant. Et alors je vous propose justement de regarder cet extrait qu'on a retrouvé avec notre équipe. Il date de 1962. On voit l'abbé Pierre qui s'explique face caméra justement sur ce silence, cette disparition pendant quelque temps. Je vous propose de regarder. Et vous le savez, j'ai été très malade, peut-être parce que le fardeau d'une aventure comme cette création a été plus lourd à porter que on en a conscience, et que peut-être je n'en avais conscience moi-même. Ça a été beaucoup plus dur qu'on ne pense.
ça va mieux, mais je suis incapable de porter le fardeau d'une manière quotidienne, constante, jour et nuit, comme je l'ai porté si longtemps. Audrey Goutard, évidemment, on regarde ce témoignage avec un nouveau regard, disons. Oui, absolument. Et puis, on comprend une chose, c'est que plus vous laissez la bride au prédateur, plus il se conforte dans son récit personnel et dans son sentiment, finalement, d'impunité. Et c'est vrai qu'en exfiltrant, en l'envoyant en hôpital psychiatrique, en ne disant rien, finalement, on a fait grossir encore le mal qu'il habitait. Alors bon, après, certains appelleront ça une maladie, d'autres appelleront ça une perversion. Moi, je ne suis pas psy. Hein. Mais le fait est, si vous voulez, c'est qu'on le voit. Les prédateurs prennent de la puissance et généralement, leur action s'amplifie avec le temps et leur sentiment d'impunité s'amplifie. D'ailleurs, je serais curieuse de voir à quel moment ils s'attaquent à des mineurs. Est-ce que c'est jeune ou est-ce que c'est justement, alors que son parcours de prédateur, si vous voulez, totalement assumé, couvert, etc., qu'il s'autorise à s'attaquer à des plus jeunes, puisque ça n'est pas à la base un pédophile, c'est un agresseur de femmes. Laetitia Chérel. Juste à propos de l'exfiltration en Suisse, il faut quand même savoir qu'à l'époque, c'était la méthode utilisée par l'Église pour traiter les prêtres déviants. C'est-à-dire qu'on les hospitalisait, après on les faisait partir en retraite en abbaye. Et lui, d'à peu près 55, quand il est déjà exfiltré des États-Unis, à 60, il n'arrête pas d'avoir des tunnels comme ça, où il va à l'hôpital, après il va dans des abbayes. Alors, c'est vrai qu'il avait un emploi du temps de dingue, après l'appel de 54, et que son agenda était bourré, etc. Donc, il est peut-être à l'époque, on ne disait pas un burn-out, mais et c'est vrai qu'il avait une santé fragile, qu'il avait des maux d'estomac, mais une historienne, Axel Brodier-Dolino, qui a fait un très bon livre, très documenté là-dessus, me disait en fait, l'Église, à ce moment-là, utilise sa maladie pour le mettre à l'écart, quoi. Oui, et même vis-à-vis de l'opinion publique, parce que peut-être qu'aujourd'hui, ça susciterait plus de questions. Voilà. Est-ce qu'on peut dire que la société a changé ? Aujourd'hui, ça ne pourrait plus arriver, une chose pareille. Qu'on entende des rumeurs, qu'on se questionne peut-être sur une grande figure publique qui disparaît pendant plusieurs mois. Est-ce que la société... Déjà, la justice se pencherait je pense. Je ne suis pas convaincu aujourd'hui qu'au niveau de l'Église, les choses... Enfin, moi, je le dis de manière très claire. Hein, pour moi, le drame dans tout ça, c'est quoi, finalement, au-delà de l'abbé Pierre ? On a eu un rapport en 2021, le rapport de la commission indépendante sur les abus sexuels dans l'Église. Il y a eu une photo entre Emmanuel Macron et Jean-Marc Sauvé. Mais vous avez vu des actions derrière ? Vous avez vu l'Église qui monte patte blanche par rapport à ce qui peut être fait, par rapport à ce qui se fait dans d'autres pays ? Je ne sais pas, vous regardez aux États-Unis l'État de New York, par exemple, avec l'Église de Chicago. Vous regardez l'Australie, ce qu'ils ont fait, etc., avec certaines églises qui ont été mises sous contrôle judiciaire. Moi, je vous dis, je pense que dans ce pays, on a un gros problème. On confond tout. On se dit qu'au bout d'un moment, il y a 1905 et puis on se dit, voilà, on ne peut pas toucher. Et je pense que malheureusement, à mon sens, il n'y a pas assez d'actions qui sont menées aujourd'hui par le... Des faits similaires continuent. Ça peut continuer. Il n'y a rien qui nous garantit. Après, il peut y avoir une prise de conscience, bien entendu, mais pour moi, il n'y a rien qui nous garantit directement dans l'état de droit, après un massacre de masse quand même assez conséquent, 330 000 victimes, sans compter les enfants en situation de handicap, ça fait 13 enfants par jour. On est quand même dans quelque chose qui est exceptionnel. On aurait pu imaginer une réponse exceptionnelle de la justice. Rien. La question qui se pose, justement, là aussi, avec ces révélations, c'est les suites en matière de justice. Bien Alors sûr. certes, l'abbé Pierre est décédé, mais Audrey Goutard, est-ce qu'il peut y avoir des suites judiciaires ? Parce qu'on apprend qu'il y avait quand même certaines personnes qui étaient au courant. Pour de la non-dénonciation, oui. Effectivement. Alors le problème, si vous voulez, c'est que la justice, pour l'instant, je dirais, ne suit pas. C'est-à-dire que la non-dénonciation ne fonctionne pas, vu le temps, effectivement, écoulé entre le moment où il y a une prescription. Est-ce que vous pouvez nous rappeler, Audrey... Lorsque vous êtes victime, la prescription est de 30 ans à partir de l'âge de votre majorité. En ce qui concerne la non-dénonciation de crime, eh bien, nous sommes sur des délais de 10 ans à peine, à partir du moment de la commission des à compter de la date où l'auteur prend connaissance des faits. Alors, il y a eu des jurisprudences qui étaient qui allaient encore dans le sens d'une moins grande transparence encore sur ce thème précis de la non-dénonciation. Donc, pour le moment, la justice est dans les choux par rapport à ce type d'affaires et n'arrive absolument pas à se mettre au diapason de l'importance de ces affaires. Finalement, on voit bien que
il a fallu des procès, par exemple pour génocide. Moi, je pense au procès Nuremberg, je pense à ces procès liés effectivement à des tueries de masse ou à des génocides de masse, pour qu'effectivement il y ait des justices d'exception. Alors la question qu'on doit se poser aujourd'hui en matière de délits sexuels à l'égard de mineurs ou de femmes, est-ce qu'il ne faudrait pas une exception justement judiciaire pour pouvoir cadrer ces événements-là? Et là, justement, ces révélations de Radio France, est-ce que l'onde de choc peut pousser le législatif à modifier la loi, justement, pour prendre en compte ces délais? Certains professeurs de droit vous le disent, c'est-à-dire que vous avez une sérialité. Quand vous avez une sérialité en matière de droit, il y a des choses d'exception, en fait. C'est-à-dire que quand on peut prouver qu'une organisation, de manière systémique, comment dire, participer indirectement ou autre en déplaçant la personne. On peut se poser la question même de la prescription. C'est quand même des choses qui sont sur la table, et on voit bien que, je vais vous dire le problème, et je le redis en tant que ancien membre par exemple, de la Civis, finalement les condamnations pour non-dénonciation de crimes, d'agression sexuelle, elles n'existent quasiment pas en France. Il y en a très peu, il y en a, mais il y en a très très peu. Vous savez, c'est le fameux « grâce à Dieu, les faits sont prescrits » du cardinal Barbarin, etc. Alors on est tous choqués, on dit tous « Ah, mais c'est pas possible, il a dit ça ». Bah oui, il a dit ça, et alors qu'est-ce que ça a changé? Rien, en fait. Mais est-ce que là, l'évolution de la société pourrait faire changer les choses? Est-ce que vous avez entendu un politique? Est-ce que vous avez entendu un seul politique? Non, je le dis, hein. Est-ce qu'on a entendu un seul politique prendre la parole sur l'abbé Pierre? C'était le chouchou des politiques, oui. Quand même. Donc, aussi, hein. donc, je le dis, que ce soit sur l'Église, sur les 330 000 victimes de pédocriminalité dans l'Église, que ce soit sur l'abbé Pierre, moi je le dénonce, je le dis, les politiques ne parlent pas, de tous bords d'ailleurs, peu importe, il n'y en a aucun qui prend la parole, et moi franchement je m'étonne. Et pourtant, vous voyez, nous on a été reçus avec Move Enfant, on a été reçus donc, par le conseiller de justice d'Emmanuel Macron, donc Xavier Ronsin, etc., alors qu'il trouve ça très intéressant apparemment nos affaires, c'est génial. Alexandra Louis, la déléguée interministérielle également, moi je leur dis, ce sont des victimes, quoi. Donc la déléguée interministérielle d'aide aux victimes, théoriquement, devrait, en plus ça fait partie logiquement de ses compétences, là aussi c'est très intéressant. Alors vous me direz, je la vois le 25 sur le sujet, donc on verra bien ce que ça va donner, mais on se dit quand même qu'au regard quand même de l'ampleur du phénomène, que font aujourd'hui les politiques, que fait le gouvernement, et surtout que fait la justice derrière? Christine Pedotti, vous êtes directrice de la revue Témoignages chrétiens, vous êtes toujours en duplex avec nous. Est-ce que pour vous, il faut aussi que les politiques, la justice, aillent plus loin? En tous les cas, le parti que nous avions pris à l'origine, puisque nous sommes un peu à l'origine de la SIAZ, c'était d'en appeler aux politiques. Et je dois dire, pour avoir rencontré, il y a donc 6 ans, de nombreux députés et sénateurs à qui je demandais une commission parlementaire, j'ai vu l'immense réticence qu'ils avaient à entrer dans les affaires de l'Église. Donc ça a été une très grande difficulté. Parce que c'est vrai que la laïcité française, c'est une drôle de chose dans laquelle aussi bien les politiques, et je pense aussi la justice, considèrent qu'il n'a pas trop à y aller. En tous les cas, on sait à quel point la justice a protégé nombre de prédateurs qui étaient des prédateurs ecclésiastiques dans les années où il y a eu des grandes prédations, dans les années 60, 70, etc. Il y a eu un véritable silence de la justice qui est scandaleux et sur lequel la vérité n'a pas été faite. Et alors aujourd'hui, c'est sans doute moins le cas, mais on voit bien quand même qu'il y a une grande réticence. L'Église, aujourd'hui, est quand même mise en cause sur des faits extrêmement graves, sur le caractère systémique. C'est ce qu'a dit la commission, la SIAZ, et que, moi je rappelle que je suis catholique, donc je lutte à l'intérieur de l'Église. Et je considère que l'Église, aujourd'hui, ne prend pas en charge le caractère systémique de ce qui s'est passé. Alors, je ne sais pas si l'affaire de l'abbé Pierre rentre dans le caractère systémique de ce qui s'est passé dans l'Église. Il me semble qu'on est plutôt sur un prédateur, je dirais, hélas, totalement compulsif, très, très ordinaire, et qui s'est attaqué à beaucoup de femmes, et pas forcément... Enfin, certes, semble-t-il, aujourd'hui, il y a des mineurs, mais ce n'est pas exactement ce cas, mais il reste que ce caractère systémique, c'est-à-dire qu'il y a quelque chose dans l'organisation de l'Église qui permet ce genre de choses. Ça, c'est une chose que l'Église n'a pas prise en charge. Vous vouliez réagir, Laetitia Chérel? Oui, parce que je trouve que là-dedans, il y a l'Église, mais il y a aussi quand même le mouvement Emmaüs. Et le mouvement Emmaüs
on voit bien que donc, dans les années 50, quand il est exfiltré des États-Unis, exfiltré du Canada, ensuite exfiltré en Suisse, ils le savent, ils sont partie prenante de ces décisions. Donc évidemment, hein, le responsable de centre que moi j'ai appelé depuis les révélations, etc., eux, ils tombent vraiment de l'armoire. Mais en revanche, dans la hiérarchie, là, les révélations que j'ai faites ce matin, c'est que parmi les proches de l'abbé Pierre, il y a des personnes qui m'ont dit, c'est des témoignages directs ou indirects, qui m'ont dit par exemple que celui qui avait été le secrétaire particulier de l'abbé Pierre lui a dit en 2010 que quand l'abbé Pierre et lui étaient en présence de femmes, en fait, il se posait toujours la question de à quel moment il faudrait qu'il intervienne pour s'interposer entre l'abbé Pierre et les femmes. Et que ensuite, il y avait des signes avant-coureurs que de temps en temps, le visage et l'expression des yeux de l'abbé Pierre se modifiaient. Donc le secrétaire particulier, il a passé 7 ans de sa vie, je crois les 7 dernières années avec l'abbé Pierre, lui était au courant et il en parlait. Ensuite, il y a une autre personne qui a été le confesseur de l'abbé Pierre. Moi, il y a une personne qui m'a dit, qui est un ancien cadre d'Emmaüs, qui m'a dit que l'ancien président de la Fondation Abbé Pierre lui avait dit en 2017 « Ah ben, tu sais pas, quand on voyage, je suis obligée de faire un cordon sanitaire pour protéger des jeunes femmes. » Et donc, j'ai demandé au confesseur, qui a voyagé 25 ans avec lui toute sa vie, je lui ai dit « Vous êtes au courant de ça ?»« Ah non, rien du tout. Non, mais rien. J'ai rien vu. » Même Martin Hirsch, Martin Hirsch dans La Croix, d'ailleurs, le dit, hein, que c'était connu. Enfin, sauf qu'il ne précise pas. Oui, Martin Hirsch, justement, il est plus fin. Il dit on savait, voilà. Mais moi, je l'ai appelé 10 fois et il ne veut pas préciser.